Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils entraînent des menaces et des atteintes graves sur la santé humaine, imposent des contraintes de plus en plus lourdes et des dommages irréversibles à l'environnement et à la terre. Il s'agit des pylônes de télécommunications électriques. On le retrouve un peu partout dans nos villes, dans nos campagnes et même sur le toit des maisons. Votre émission, Le Portail de l'Environnement, s'intéresse à ce sujet. J'ai deux invités dans ce studio. Le premier, Edmond Soussouper. Bonsoir. Bonsoir, William Choki. Vous êtes biologiste et puis aménagiste de l'environnement. Tout à fait. En face de vous, il s'appelle Clément Cotan. Lui, il est directeur de l'unité de protection de l'environnement. Il s'acharne chaque jour à lutter contre l'installation anarchique de ces pylônes. Bonsoir, M. Cotan. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous avoir invités aussi. Ces pylônes, ça sert à quoi concrètement dans nos villes et campagnes? Les pylônes, ce sont ces types d'échelles à 4 pieds qui s'élèvent dans le ciel et au pied desquels il y a des équipements radio qui émettent des ondes et les antennes sont chargées. Les antennes posées sur ces pylônes-là, pour une question d'altitude, se chargent de rayonner ces ondes-là. Donc, à partir du pylône, il y a des ondes concentriques qui sont diffusées à partir de ce point en direction de l'espace. Et donc, il y a un champ dans lequel ces ondes se développent et ce champ s'appelle le champ électromagnétique. C'est grâce à ces antennes relais que nous arrivons à communiquer par les téléphones portables. Les téléphones portables fonctionnent comme les terminaux. Donc, les téléphones portables reçoivent les ondes chaque fois que nous recevons un appel ou reçoivent des ondes et réfléchissent ces ondes lorsque nous émettons un appel. Donc, sans pylône avec antenne de relais, nous ne pouvons pas communiquer par les téléphones portables. Alors, M. Cotan, ces pylônes, on les retrouve un peu partout, je l'ai dit, même sur le toit des maisons. Les gens acceptent qu'on installe ces pylônes. Nous avons besoin de ça pour communiquer. Donc, le développement d'une nation passe par tous ces paramètres-là, qu'on veuille ou non. Mais l'installation, je crois qu'il va falloir, vous avez dit tout à l'heure, on les installe un peu partout, même sur les toits des maisons. Il faut que nous ayons une conscience. Les maisons là appartiennent à des gens. Alors, si vous permettez, on va d'abord sur cet élément qui nous présente un tas soit peu, comment est-ce que certaines personnes acceptent l'installation de ces pylônes. Il y en a qui s'y opposent, mais avant cet élément, voici cette virgule. L'élément a été réalisé par Kourous Abdoulaye. C'est bien sûr les agents de MTN Bénin qui ont voulu installer ces pylônes dans leur quartier. C'est à Calavi, mais certaines personnes sont opposées à cela. On va suivre le reportage et puis on revient en plateau. Préoccupés et même remontés suite aux explications des techniciens du réseau de téléphonie mobile MTN. Attendez, j'ai la parole. Ces habitants de Calavi Zone SOS disent non à l'érection d'un pylône dans leur quartier. Le ton est monté lors de la séance de sensibilisation. Le conseiller communal, habillé en blanc, s'oppose au refus des habitants du quartier et claque la porte. Les doléances sont claires. Réaliser notamment l'étude d'impact environnemental du dit projet. Mais les rayons dont vous parlez, les ondes dont vous parlez, nous serons les premières victimes. Et les maladies que ça engendre, cancer, cécité, stérilité, malformation. Quelles sont les réponses que vous nous donnez à ces questions-là? MTN accède aux doléances de la population et promet. La population est très réticente et elle a peur par rapport aux effets électromagnétiques, elle a peur par rapport à son environnement. Et c'est justement pour ça maintenant que nous devons les rassurer. C'est dans le cadre de cette assurance-là maintenant que nous avons, à l'occasion de cette réunion de ce matin, promis fournir aux représentants de cette population-là les tests d'impact environnemental dans la mesure du possible et de fournir et de saisir aussi le ministère du cadre de vie pour qu'il puisse venir jeter un coup d'œil pour voir si effectivement les inquiétudes des uns des autres est avérées ou si nous pouvons continuer la construction ou pas. Le site attend toujours l'érection du dit pylône autorisé par l'ARCEP
l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste et la mairie d'Abomey-Calavi. Monsieur Contant, est-ce que la population a-t-elle raison d'émettre des réserves par rapport à l'installation de ces pylônes dans leur quartier? Mais ils ont complètement raison. Et ils le font dans l'esprit de l'article 27 de la Constitution. Mais ils ont le droit d'avoir ces pylônes, elles ne peuvent pas communiquer correctement. Mais non. Le problème de fond, oui. Ces populations demandent c'est-à-dire de respecter les réglementations en vigueur, les tests en vigueur. Elles ont raison. Et que disent les tests? Et déjà, à entendre ce qu'ils sont en train de dire, oui. Apparemment, il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental. Apparemment. Et apparemment, il n'y a pas eu de concertation avant d'aller vers l'autorité de régulation de fréquence. Et apparemment aussi, on n'a pas rassuré les populations sur les impacts éventuels. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chez vous. Et du jour au lendemain, votre voisin, parce qu'il a pu signer un contrat avec l'opérateur GSM, il signe un contrat, lui, il a tous les fins du mois, peut-être 1 million, ou je ne connais pas le coût, il loue, en ignorant que ses voisins immédiats, pour ne pas dire la localité, aura des impacts. Donc, il faut rassurer. Et c'est ça, on n'a pas... C'est-à-dire, ce combat, et le DG est en face de moi, a été un combat, quand il était à l'ABE, un vrai combat où on descendait sur le terrain en expliquant aux populations de quoi il s'agit. Des fois même, les impacts ne sont pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que le rayonnement dont on est en train de parler ne sont pas ce qui est et ce que les populations disent. Vous voulez dire qu'il y a plus de peur que de mal? Mais des fois, il y a plus de peur que de mal. Des fois, il y a au moins un nombre non négligeable où il y a plus de peur que de mal. Mais en évitant d'associer les populations, en évitant, c'est-à-dire en ignorant l'existence des populations, en ignorant aussi l'existence des structures étatiques, en ignorant aussi l'existence des élus locaux. À la base, le chef quartier, là, dès le départ, devait être... Mais l'autorité locale a accepté qu'on installe les pylônes. Lui, ça veut dire il a accepté. Est-ce qu'il a pu parler avec les populations? Mais vous acceptez, vous êtes l'élu local, vous acceptez dans votre bureau, mais vous n'habitez peut-être pas la zone où on veut installer. Peut-être qu'il les connaissait aussi de ce qui veut être installé. Mais ils s'y connaissent certainement. Ils se connaissent, mais il a eu cette discussion, cette ouverture. Quand vous voyez, on ne vous parle pas d'études d'impact environnemental. Cette étude, dedans, il y a la consultation du public, qui est très important. Et c'est ça, c'est un phénomène de consultation du public là qui se pose. On va d'abord expliquer aux populations, voilà ce qu'on veut faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Quelles sont vos préoccupations? Et les populations donnent leurs préoccupations. Ils donnent leurs inquiétudes. Et on essaie d'éclairer leur lanterne. Mais quand vous êtes opérateur de GSM, vous entendez avec un propriétaire qui veut que vous installez même les pylônes sur son toit, vous prenez vos sous, mais les populations vont rejeter. Alors, tout à l'heure, on va revenir par rapport aux impacts éventuels qu'il y a par rapport à l'installation de ces pylônes. Mais monsieur Soussoupé, est-ce que ces populations, leurs craintes étaient légitimes? Le contexte dans lequel notre pays a accédé à la téléphonie mobile est tel que on craint un peu de ce que les dispositions élémentaires au départ ne soient prises. Quand vous parlez d'éléments élémentaires, vous voulez... Oui, c'est-à-dire que notre loi cadre sur l'environnement, oui, dans la typologie des établissements devant faire objet d'études d'impact sur l'environnement, n'a pas classé la mise en place des pylônes de GSM. Parce que cette loi existe avant que la question de GSM ne surgisse au Bénin, avant que le Bénin ne s'ouvre à la communication mobile. Donc, ça pose un problème. Le problème, c'est que, n'ayant pas été classé, on ne sait pas est-ce qu'il faut aller à une étude d'impact sur l'environnement ou pas.
Mais puisque c'est une intervention qui doit se faire dans notre environnement, et la loi cadre dit que toute intervention dans notre environnement doit faire l'objet d'une étude préalable qui dit clairement quels sont les impacts possibles de cette unité, de la mise en place de cette unité, de son fonctionnement sur l'environnement, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, la question des GSM prenne une dimension beaucoup plus environnementale. Donc, les populations n'ayant pas été rassurées, elles n'ont pas été consultées au départ. Rien ne leur a été dit par rapport à qu'est-ce que un pylône de GSM pourrait créer comme impact sur l'environnement. Personne n'a été renseigné sur quoi que ce soit. Le deal a été fait entre les responsables locaux, c'est-à-dire les autorités locales, et l'opérateur. Parce que l'opérateur considère que pour entrer sur un territoire, il faut s'adresser à l'autorité locale. Ouais. Ce n'est pas suffisant. La belle preuve, c'est que tout s'est terminé à queue de poisson. Et là-dessus, et surtout dans cette zone de Calavi, il y a plusieurs plaintes que nous avions reçues quand j'étais directeur général de l'ABE. Des plaintes liées même à l'état du groupe électrogène, qui doit être un groupe silencieux. Là, c'est la pollution sonore. C'est la pollution sonore. Les gens ont posé le problème de la pollution sonore. Du sujet, ça. Vous voyez un peu? Ensuite, n'ayant aucune idée de ce qu'une antenne relais peut créer comme impact sur l'environnement, les populations sont dans une disposition de précaution. C'est quoi les impacts quand on installe une antenne pylône, ces pylônes dans un quartier où des gens résident? Oui, justement. Ça crée quoi comme dommage? Voilà. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'on on installe une antenne relais dans un quartier, il y a des ondes électromagnétiques qui sont libérées à partir du point d'installation. Et les terminaux que nous avons, les téléphones cellulaires que nous avons, doivent se retrouver dans ce champ électromagnétique pour pouvoir faciliter la communication. Lorsque les gens disent « Ah, je n'étais pas dans le réseau », c'est normal. Le réseau, c'est ce champ électromagnétique dans lequel, si votre téléphone se trouve, vous captez les ondes et vous pouvez émettre des appels ou recevoir des appels. Vous voyez un peu? Maintenant, la quantité de ces ondes qui est libérée à partir du pylône, c'est ça le vrai problème. C'est ça qui doit être normalisé. Dans les pays qui ont évolué dans ce contexte-là, il y a des tests qui ont été pris pour dire les ondes magnétiques qui doivent être libérées par les antennes relais ne doivent pas dépasser tel seuil. Je prends le cas de la France, par exemple. Allez-y. En France, il y a 2 seuils. Les seuils sont compris entre 41 et 61 volts par mètre. Pour la France. Pour la France. La Suisse et la Belgique sont allés beaucoup en deçà. En Suisse et en Belgique, la norme, c'est 4 à 6 volts par mètre seulement. Mais il faut dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est préoccupée aussi par cette situation, a fixé son seuil à 41 volts par mètre. Le problème, c'est qu'au Bénin, nous n'avons pas encore établi une norme. Il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de seuil. Chacun installe comme il veut. Nous ne savons pas quelle émission, quelle quantité d'ondes électromagnétiques les différentes antennes relais sont en train d'émettre dans notre pays. Parce que le pays n'a pas encore, à mon avis, pris cette précaution-là. On peut prendre un décret pour dire, à partir de maintenant, vos émissions doivent se trouver dans telle fourchette. Au-delà, c'est rejeté. Mais vous avez été responsable de l'ABE, mais quelles sont les dispositions que vous avez pu prendre
pour remédier à cela? Oui, justement, pour prendre une disposition, Oui. il faut que la loi vous autorise. Je vous ai dit tout à l'heure que Mais vous avez dit tout à l'heure que je on vous peut ai prendre dit des tout à décrets. l'heure que oui, le décret, ça c'est Ça peut quand même régulariser un peu la bien chose. sûr. À Même de l'époque, réguler, j'allais dire, nous la on chose. avait commencé à travailler avec l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, Oui. pour aller vers ce décret-là. Mais nous n'avons pas fini avant que... Ça veut dire que le terrain est Oui, toujours oui, oui. est laissé Au comme jour ça. d'aujourd'hui, Il n'y a sauf pas de erreur normes. de ma part, Oui. il n'y a pas. Oui, mais cette cependant, vous norme-là. voulez dire qu'il y a- Peut-être qu'il y a- qu'il y a que des normes, c'est ça, déjà? La situation aurait évolué. Je crois que la situation a évolué. Il doit avoir actuellement un décret portant protection des personnes dans les champs électriques, électromagnétiques et autres, qui est pris en 2015. En 2015. Et oui, et que l'autorité de régulation de fréquence était le pionnier à l'époque. Ok. Et je crois, à mon avis, je me rappelle plus correctement du contenu, il doit avoir eu Un seuil. des seuils. D'accord. Ça Sur marche. ça, je crois que le décret existe. Ok. Mais le véritable problème de notre pays, Oui. c'est l'application de texte, etc. Parce que à la préparation de ce décret, j'étais allé à la commission où on a siégé pour échanger. Il était, mais on est allé plus loin, même les pylônes, tout le système rentrant dans le relais des GSM, comme vous le dites, doit avoir des normes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas débarquer avec n'importe quelle vieillerie d'une ancienne civilisation pour venir installer au Bénin. On doit tenir compte du matériel ayant enfin, une réputation sur le plan international, ayant des caractéristiques, répondant aux caractéristiques sur le plan international. Mais malheureusement, ce qui se passe dans ce débat de relais d'antenne GSM, c'est l'application. Puisque ce décret, vous voyez, on en parle maintenant, nous n'avons pas idée réelle du contenu, mais ça réglemente parce que on a... À supposer qu'il y avait ce décret, ou est-ce que ce décret existe? Oui. Mais en 2015, près en 2015, comme vous le dites, Ouais. mais aujourd'hui, quand on descend dans nos cités urbaines, on le voit, il y en a plein de ces antennes sur les maisons, sur le toit des maisons. Justement, Ça veut dire qu'on ne fait rien apparemment pour décourager ces populations. On ne fait rien apparemment pour l'application de ce décret. Parce qu'ils sont même, on est allé même plus loin dans les Mais est-ce commissions. qu'on a pris le temps d'abord d'expliquer aux populations les dangers qu'elles encourent en acceptant d'accepter ces antennes sur le toit de la maison? C'est ça le vrai débat. C'est-à-dire que déjà quand vous expliquez le contenu de ce décret, dans ce décret, je me rappelle que dans les graphes, il était même question, là où il faut installer ces pylônes, il ne faut pas qu'il y ait des populations. Les populations doivent être à une certaine distance. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, les populations cohabitent. Nous, on est allé, j'étais en tournée quelque part une fois au nord où j'ai trouvé des pylônes où c'est dans la maison, dans la maison, concession. dans la concession. Ouais. Et sous les pylônes là, c'est le fauteuil du chef de famille qui est toujours là. Personne ne lui discute cette place. Donc, les zones... C'est-à-dire, il est sous les pylônes, c'est lui l'autorité de la maison. De la maison. Mais chaque fois qu'il s'installe là, il Mais oublie il quand même prend qu'il... tout ce qu'il doit prendre. Mais décharge. Donc, tout ce qu'il y a comme décharge. Donc, vous voyez le manque D'information. Le manque de communication amène tous ces débats de fond. Et ce chef de famille, s'il connaissait le danger réel que ces pylônes de relais peuvent avoir, il n'accepterait même pas qu'on le plante au milieu de sa concession. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du long chemin à faire, une communication, l'information et autres. Et ça, c'est très important. Le décret a pratiquement... tout est prévu pratiquement dedans. Voilà. Et quand les populations le prennent, ils sont même en mesure, quand on voit quelqu'un s'installer, on va dire non, mais dans le décret, en tel article, on vous a dit il faut être à telle distance.
Ce que vous voulez faire là n'est pas la distance. Donc, le citoyen même peut se défendre. On a même vu dans des tests, on a dit quand même que quand les gens voient ces pylônes installés, c'est tout le monde dit que notre village est en train de se moderniser. Donc les gens viennent s'installer tout autour de ces... Les gens, les terrains d'alentour coûtent plus cher qu'au départ. Alors que ce devait être le contraire. On devait fuir normalement. Oui, parce qu'il n'est pas prudent de vivre dans un champ électromagnétique. Il est vrai que les ondes électromagnétiques qui sont émises à partir des antennes relais GSM ne sont pas des ondes ionisantes, mais s'exposer à ces ondes cause un certain nombre de préjudices à l'environnement et surtout à la santé humaine. Alors, j'ai entendu dire dans cet élément, on a quand même vu quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est l'ancien ministre Augustin Biaou, qui parle que cela engendre des maladies. Ça veut dire qu'il y a un danger par rapport à cela. Oui, vous savez, il y a le docteur Fabien Ngajimana. Il doit être malgache, il est professeur malgache à l'université, professeur des universités, à l'université de Grenoble en France, qui a travaillé sur le sujet et qui a trouvé qu'il y a un certain nombre d'effets biologiques engendrés par l'exposition aux ondes électromagnétiques. Lesquelles? Donc, il a trouvé que l'exposition aux ondes électromagnétiques peut engendrer la modification de l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire l'activité électrique du cerveau. Donc, à force d'être dans le champ électromagnétique, à force même de communiquer, de recevoir des appels, parce que le téléphone, c'est le terminal. Tout à fait. Il reçoit un champ électromagnétique et il émet une certaine puissance. Il y en a qui, du matin au soir, ont le téléphone vissé à l'oreille. Bien sûr, fixé à l'oreille. Ouais. Non, fixé, c'est même plus, c'est vissé à l'oreille. Ah, voilà. Ça, c'est un véritable problème. On en parlera dans la suite tout à l'heure. Donc, cette exposition permanente ou chronique aux ondes électromagnétiques peut modifier l'activité électrique du cerveau. Or, vous savez que l'activité électrique du cerveau, c'est ça qui donne les commandes, les différentes commandes. Je dois me lever, je dois sauter quand j'ai vu un obstacle, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est des communications électriques que le cerveau envoie. Si son fonctionnement est perturbé, ça veut dire que beaucoup d'activités au niveau de l'individu sont perturbées. Vous voulez dire que quelqu'un peut voir une voiture arriver en face de lui et attendre? Oui, c'est possible. C'est possible. Ça ralentit l'action. Oui, bien sûr, c'est possible. En tout cas, ça modifie l'activité électrique du cerveau. Ça augmente la perméabilité de la barrière de l'encéphale. C'est-à-dire que l'encéphale est un organe qui doit fonctionner de façon protégée. Mais du fait de cette exposition chronique aux ondes électromagnétiques, l'encéphale devient vulnérable. Est-ce que vous voyez? L'autre chose qu'il a signalé, c'est la modification de la biochimie cérébrale. Vous savez que l'information, lorsque je marche par exemple sur une pointe, ou bien si je décide de manger par exemple, ça c'est une décision, c'est ma volonté. Donc l'information qui naît de ça doit arriver au cerveau. Au niveau du cerveau, il y a plusieurs cellules qui sont contiguës. Mais pour que l'information passe d'une cellule nerveuse à l'autre, il y a des molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs ou les médiateurs chimiques qui permettent de convertir l'information électrique en information chimique pour pouvoir atteindre l'autre cellule nerveuse. Donc, tout ce fonctionnement, tout cet état biochimique au niveau du cerveau est également perturbé. Il a signalé aussi qu'il peut y avoir des risques épileptogènes. L'épilepsie, c'est cette manifestation de convulsion qui fait tomber quelqu'un, etc. Ça peut provoquer cela. Ça peut provoquer cela. L'exposition permanente. Oui, peut conduire à des risques épileptogènes. Il a trouvé aussi qu'une exposition chronique, j'insiste toujours sur le mot chronique, parce que lorsque l'exposition est passagère, ça n'a pas le même effet que lorsqu'elle est
durable. Durable, tout à fait. Est-ce que vous voyez? Donc, une exposition durable aux ondes électromagnétiques peut faire courir des risques de leucémie, c'est-à-dire le cancer du sang. Donc, voilà ce qu'il a signalé. Et c'est à une conférence internationale en 2009 qu'il a présenté les résultats de ces travaux. Monsieur Cotan, on doit avoir beaucoup peur. Oui, on doit avoir beaucoup peur. Il y a même d'autres qui sont allés beaucoup plus loin. Allez-y. En 2004, en Pologne, il y a eu des études où les gens ont parlé même des troubles de sommeil. C'est-à-dire que quand vous êtes exposé à ces ondes électromagnétiques, vous aviez des troubles de sommeil. Il y a eu des cancers qui ont été évoqués, toujours les mêmes études ont été faites. Ils ont parlé, par exemple, de cancers qui ont augmenté les cancers, même de prostate, pour des gens qui vivent dans les rayons immédiats de ces ondes électromagnétiques. Oui. Donc, en France, il y avait un cas dans la ville de Paris où une école, à proximité d'une école, il y avait des antennes relais GSM. Et il se trouve que les enfants, c'est une école primaire, donc les enfants de cette école ont commencé à développer une pathologie et une même pathologie. Vous voyez, ce qui ne devait pas arriver à leur âge. Donc, en fouillant un peu, les gens se sont rendus compte que ces enfants sont dans un champ électromagnétique permanent qui peut être à l'origine de ce. Donc, les pylônes ont été simplement déboulonnés. Est-ce que vous voyez? Ben, je pense que la question est sérieuse. Elle est sérieuse parce qu'en réalité, quand je parlais des téléphones, les terminaux là, que nous aimons utiliser, que nous avons. Oui, quand le terminal se trouve dans le champ magnétique, électromagnétique, la communication est bonne. Hein, lorsque on dit je n'ai pas le réseau, je ne suis pas bien dans le réseau, lorsque ça arrive comme ça, il vaut mieux arrêter la communication. Parce que quand vous n'êtes pas dans le réseau correctement, vous recevez un champ magnétique faible, mais votre téléphone émet une énergie importante. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que quand on est dans cette situation, il vaut mieux arrêter la communication pour éviter de recevoir... pour ne pas recevoir beaucoup d'énergie libérée par le téléphone. Et il nous arrive, lorsqu'on communique pendant longtemps, de constater que le téléphone chauffe. Tout à fait. Mais le téléphone chauffe simplement à cause donc de ce phénomène d'émission d'énergie. Et lorsque on communique longtemps, l'énergie libérée va modifier, va élever la température du corps de l'individu. Et comme c'est souvent au niveau de la tête que nous recevons, c'est le cerveau qui subit cette hyperthermie, cette élévation de la température du corps. Donc, il y a des normes qui sont liées au type de téléphone, à la qualité du téléphone pour la réception. C'est-à-dire parfois les coups de colère que nous avons pour être liés à tous ces... Oui, mais c'est ça. Tout ça là, nous met sur la tension. La tension, on est tout le temps... Quand vous recevez le téléphone pendant 8 minutes, votre état change. Votre physiologie change. Parce que, ne serait-ce que l'énergie libérée par le téléphone, ça a élevé de quelques degrés votre température. Mais il y a quand même un élément qui a été soulevé dans le reportage. On parle d'études d'impact environnemental. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que pour les structures de GSM, du moins qui sont dans notre pays, qu'il faut nécessairement qu'on fasse une étude d'impact environnemental avant qu'on installe ces pylônes? Oui, c'est indispensable. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Enfin, les gens ne respectent pas encore les tests. Je crois qu'avant d'en arriver à l'étude d'impact environnemental, au Brésil, il y a eu une étude récente qui a prouvé que quand on prend des décès ils ont mis 22 500 et quelques décès dus au cancer, c'est-à-dire cancer de sein, de prostate et autres. Ils ont approfondi l'étude pour voir l'espace dans lequel ces populations, ces gens-là vivaient. Mais les 80% de ces décès au Brésil étaient à quelque part des antennes de relais. C'est-à-dire, donc, on a conclu que c'est c'est-à-dire les relais des antennes en est pour quelque chose
pour ce nombre de décès de cancer. Okay. Donc, ça veut dire que ce débat est un débat sérieux qu'il faut peut-être prendre d'une autre manière. Maintenant, pour en arriver à l'étude d'impact environnemental dont vous parlez, dans la loi cadre, on a dit tout ouvrage. Pour moi, il n'est pas question de dire la loi cadre n'était pas les GSM ont rattrapé. La loi cadre l'a dit, mais on ne l'applique jamais justement, M. Cotton. Non, attendez, laissez-moi terminer. Allez-y, M. Cotton. Pour moi, l'étude d'impact environnemental est nécessaire et incontournable. Okay. Parce que c'est des ouvrages. Et c'est dans cette étude d'impact environnemental que la consultation du public va amener des éclaircissements. Et ça permettrait de voir aussi la qualité de l'installation qu'on veut y avoir. Et les lieux dont nous, aujourd'hui, il ne serait plus souhaitable qu'il y ait dans l'installation d'antennes de relais de GSM sans étude d'impact environnemental. Alors, et il faut que les populations y veillent. Et ils ont bien fait ce qu'ils ont fait là pour moi. Je suis très content de cette population qui a demandé l'étude d'impact environnemental. Et c'est parce qu'il y a eu des cadres dans ces localités qui comprennent. J'imagine beaucoup de quartiers où il n'y en a pas des gens qui comprennent. Alors on accepte que les gens viennent s'implanter. C'est là où, dans ces quartiers où il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas de cadres, il va falloir que nous nous saisissons tous de notre Constitution en son article 27 qui nous dit que nous avons droit à un environnement sain et le devoir de les défendre et d'expliquer à nos populations, partout où nous sommes aujourd'hui. C'est ça que je ne cesse pas de dire. Il faut qu'on dise à leur population leurs droits. Quand vous voyez quelqu'un qui veut s'installer de quelque chose, vous lui demandez, allez voir, même les premiers pioches, les coups de pioche que vous voyez, ce que vous voulez faire, et que le débat s'ouvre. Il faut qu'il soit au niveau d'information. C'est vrai qu'on parle des pylônes de télécommunications, il y a aussi des pylônes électriques. Électriques aussi. Quand je prends par exemple le quartier Agla, à Cotonou ici, mais il y en a qui se sont installés à côté même de ces pylônes. Parfois, même, il y en a qui émettent des bruits. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que là aussi, c'est pas aussi dangereux pour... Mais bien sûr. En réalité, tout ce qui est transport d'électricité, mais je vous ai dit ça, le décret d'électrique. Tout ça, ça développe des champs électromagnétiques. Et les tests ont été clairs pour dire qu'on ne doit pas habiter à moins de 50 mètres des transporteurs moyenne tension et haute tension. Mais aujourd'hui, les gens sont installés même sous ces trucs, ces pylônes. Bien sûr. Entre ce que les tests disent et les comportements de la population, il y a toujours un écart. Tout ce qu'on doit, ce à quoi on doit veiller, c'est qu'on veille à ce que force reste à la loi. Okay. Que les tests soient appliqués dans leur plénitude. Que l'on veille à ce qu'il n'y ait plus de laisser aller. Parce que, autrement dit, c'est encore le pays qui va dépenser. C'est l'argent du pays qui sera dépensé. Ouais. C'est l'économie du pays qui sera touchée. Donc, quand je parlais tout à l'heure de la situation des GSM par rapport à la loi cadre, la loi cadre, en annexe, a fait une liste d'un certain nombre d'unités. Il y en a qui sont même des unités classées. Donc, si vous permettez tout à l'heure, parce qu'il y a quand même la partie où le législateur a parlé par rapport à tout ceci. Voilà. On va revenir rapidement. Donc, c'est compte tenu des nuisances que les antennes relais GSM peuvent engendrer qu'on a sauté sur le sujet pour dire que dorénavant, l'installation, même l'autorisation que l'ARCEP doit délivrer doit être conditionnée par le certificat de conformité environnementale. Merci beaucoup, M. Sossopé. Oui, M. Cotton, avant de vous libérer. Je voulais vous dire tout simplement que ce débat est un débat suffisamment sérieux et qui se pose aussi dans les autres pays. Quand vous allez à l'Agence européenne de l'environnement, aujourd'hui, par rapport à ce débat, ils attirent l'attention des pays européens sur le principe de précaution. De prendre des dispositions pour au moins prévenir les éventualités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un débat typiquement béninois. C'est un débat
international, c'est un débat régional et c'est un débat, disons, mondial, si vous voulez. Et que la meilleure manière de mener ce débat, c'est de demander aux populations, d'aider les populations à s'approprier des tests. Tout à fait. Et de commencer par montrer leur curiosité pour leur application. Et là, ça augmenterait l'application réelle des tests. Quand vous avez remarqué tout à l'heure, les gens ont commencé par sortir l'étude d'impact environnemental sur votre élément. Ils étaient tous confus, que ce soit les responsables des GSM qui étaient là, que ce soit l'élu, l'autorité locale. Donc, ça veut dire, en termes clairs, ces préoccupations-là, si les populations s'approprient, nous allons mieux mener le combat. Et qu'on se dise qu'on ne soit pas fatigué de faire le travail. Et qu'on le circonscrit, c'est-à-dire, c'est comme si on partageait la population, c'est comme si on partageait le territoire pour dire dans telle zone, à telle zone, chacun n'a qu'à faire tel travail, chacun n'a qu'à attirer l'attention des populations. Parce que c'est ces mêmes populations, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui louent leurs concessions, qui louent les toits de maison. C'est ces mêmes populations comme nous et autres qui utilisent les portables, qui peuvent vivre aujourd'hui sans portable, c'est impossible. Merci beaucoup, M. Cotan. Certainement que vous avez un petit message pour les populations avant de quitter ce plateau rapidement. Oui, je dirais aux populations, je ne cesserai jamais de le dire, ils ont un droit constitutionnel de défendre leur environnement à travers l'article 27 de la Constitution. Et qu'ils s'approprient, et qu'ils montrent leur curiosité, et qu'ils demandent à chaque fois qu'on a n'importe quel ouvrage quelque part, ils montrent leur curiosité pour savoir, et là, ça permet de leur venir en aide et de les accompagner. Merci beaucoup, M. Cotan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Avec vous, on a beaucoup compris. On ne va pas quitter ce plateau, on va laisser la place à Jean-Claude James qui vient partager quelques thèmes avec nous. On a parlé de pylônes, d'ondes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On l'invite après ceci. Bonsoir, Monsieur Jean-Claude James. Bonsoir, William Tchoki, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs nous reçoivent dans leur maison. Bonsoir à vous, Monsieur Sosopé, ou bonjour également. Oui, bonsoir, Fred James. Alors, Monsieur Jean-Claude James, on a parlé quand même de beaucoup de thèmes. On a parlé de pylônes, des ondes électromagnétiques. On commence d'abord par les pylônes. Absolument. Qu'est-ce qu'on entend par pylône? Pylône, de façon terre à terre, nous allons faire allusion à ce poteau fait en ciment armé ou fait d'une charpente métallique destinée à supporter les échafaudages, les câbles aériens ou encore des antennes, comme le disait tout à l'heure l'ancien DG de l'ABE. Voilà, et je voudrais insister sur l'échafaudage, c'est l'assemblage de bois qui forme une sorte d'estrade qui permet aux ouvriers de pouvoir monter pour aller travailler. Quand on parle d'échafaudage. Alors l'autre grand mot qu'on a utilisé, c'est les ondes. Absolument. Onde, c'est une propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales du milieu. Quand on parle de réversible, ça veut dire que ça peut se reproduire en sens inverse. OK. Voilà. Alors, il y a aussi, on parle d'ondes électromagnétiques. Voilà. Absolument. Quand on parle d'ondes, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'ondes mécaniques, électromagnétique et gravitationnel. Alors, dans le cas précis de ce qui nous concerne, nous allons insister sur électromagnétique. Et de façon terre à terre, comme je le dis toujours, il faut comprendre par électromagnétique qu'il y a deux champs qui se rejoignent pour pouvoir produire ces ondes-là. Il s'agit du champ électrique et du champ magnétique. Et quand nous parlons de magnétique, ça fait allusion à l'aimant, ce qui attire. Absolument. Donc, ces deux champs se rejoignent pour produire une variation. C'est un peu ça ce qu'on appelle onde électromagnétique. Je ne sais pas si M. Sosoupa a quelque chose à ajouter rapidement. Bon, mais non, je pense qu'il a fait de très bonnes définitions de ces concepts-là. Et il a utilisé les mots les plus appropriés pour permettre au grand nombre de comprendre. Voilà, les thèmes les plus accessibles pour expliquer ces terminologies.
Merci beaucoup, Jacob James. C'est moi. Alors maintenant, que disent ou du moins les tests par rapport à ces ondes électromagnétiques émises par ces pylônes? On suit ceci après cette virgule. Alors, M. Soupé, tout à l'heure dans cette émission, on parlait de la loi 4. La loi 4 qui a quand même mis des garde-fous par rapport à tout ce que nous faisons aujourd'hui par rapport aux pylônes. Que dit la loi 4 aujourd'hui? C'est vrai que vous avez dit que la loi 4 existait avant que les gens ne commencent pas à installer ces pylônes. Oui. Est-ce qu'il y a eu entre-temps des choses, des décrets qui ont été pris pour réguler? Ok, oui, merci beaucoup. Vous savez, la mise en place de pylônes qui supportent les antennes relais doit répondre à des normes. Okay. La première norme, c'est la norme d'émission. Quelle est l'intensité du champ magnétique, électromagnétique déployé par l'équipement radio et reçu et amplifié par l'antenne d'émission. Ensuite, quelle est la distance que l'on doit observer entre le lieu d'implantation de ces pylônes-là et les concessions, les maisons, pour être plus simple. Ensuite, quelle est l'intensité, ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique que les terminaux doivent recevoir à partir des ondes émises par l'antenne relais. Donc voilà, de façon simplifiée, les 3 niveaux de réglementation. Bon, je n'ai pas connaissance du décret dont le directeur Cotan parlait tout à l'heure, oui. Parce que nous avons commencé à travailler ensemble sur le sujet. Je ne suis pas allé jusqu'au bout avec eux. Oui. C'est pour ça que même si le décret est pris, je n'ai pas connaissance de ça. Mais ces 3 niveaux doivent être réglementés. Okay. Quelle est la spécification technique de l'équipement radio? Il y a des équipements de première génération, de deuxième, de troisième, de quatrième génération. Surtout dans notre pays où on est passé très vite de la 1G à 2G, à 3G et à 4G. Tout à fait. Alors, cela s'est vu, on a senti le besoin d'aller à la 4G parce que nous échangeons beaucoup de choses. Oui. La voix. Quand j'appelle, celui avec qui je communique, il me reçoit par ma voix. Tout à fait. On écrit des textos. Oui. On envoie des MMS, c'est-à-dire des messages images. Tout à fait. Vous voyez un peu? On envoie même des vidéos. Donc, tout ce flux d'informations qui doit transiter par le système nécessite une certaine performance. Mais est-ce que les équipements radio qui permettent de faire véhiculer ces genres d'informations sont de la bonne génération? Parce que l'impact sur l'environnement dépend aussi de la qualité de l'équipement radio. Oui, de l'infrastructure radio, de l'antenne relais et de tout ça. Les terminaux que nous avons, les téléphones portables, qui reçoivent les champs, qui reçoivent les émissions d'ondes électromagnétiques et qui développent des puissances d'énergie, la qualité aussi de ces téléphones doit être contrôlée. Tout à fait. Aujourd'hui, on a déversé sur le marché, sur le territoire national, des téléphones de tous les prix. Tout à fait. Mais quelle est la qualité? Qu'est-ce qu'on a veillé à la protection du consommateur? Est-ce que ça réduit un peu? Oui. Il faut que le consommateur soit protégé. Il faut absolument que le consommateur... J'ai parlé tout à l'heure de densité. On ne demande rien, justement. J'ai parlé tout à l'heure de densité d'absorption spécifique pour les téléphones portables. C'est la quantité d'énergie que l'utilisateur, le corps de l'utilisateur absorbe. Et les normes disent que le corps entier doit absorber 0,08 watts par kilogramme de poids et que la tête reçoive 2 watts par kilogramme de poids. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que
les terminaux que nous avons nous permettent de rester dans ces normes. Parce qu'avec la qualité de l'appareil, il y a nécessairement le respect des normes. Mais quand le téléphone est d'une certaine qualité, et les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Est-ce que vous voyez? Donc je disais tout à l'heure aussi que lorsque le téléphone se trouve dans un champ, reçoit l'émission de ce champ, il développe une puissance. Et une partie de cette puissance est absorbée par le corps de l'utilisateur. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Mais la puissance émise par le téléphone est également fonction de la distance entre le téléphone et l'antenne relais. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque cette distance-là entre le téléphone et l'antenne relais est égale à 1 km, l'onde magnétique dans laquelle le téléphone se trouve est de 10 volts par mètre et la puissance que le téléphone émet est de 200 milliwatts. 200 milliwatts. Donc, ça veut dire quoi? Je vais donner le deuxième chiffre et on va comparer. Le deuxième chiffre, c'est que quand le téléphone est à 10 km du champ, ça veut dire qu'il commence à ne plus être dans le réseau, comme on dit. Les ondes qu'il reçoit en ce moment vont être faibles. Ça fait 1 volt contre 10 tout à l'heure. Tout à fait. D'accord? Mais la puissance que le téléphone émet est de 2 watts. 2 watts par rapport à 200 milliwatts, vous voyez? Donc, c'est plus élevé. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans mon intervention que lorsque nous ne sommes pas sûrs d'être correctement dans le réseau, il vaut mieux ne pas arrêter la communication. Oui, il vaut mieux ne pas communiquer. C'est en ce moment-là qu'on s'expose dangereusement à l'énergie émise par le téléphone. Et l'autre chose, c'est que quand la batterie du téléphone commence à se vider, il est également, par précaution, recommandé de ne pas communiquer. Ça veut dire que parfois, il y en a qui branchent le portable, quand ils appellent, ils prennent, ce n'est pas prudent. Bon, ça là, c'est même un autre problème. Parce que la communication avec une prise électrique et un appareil qui va émettre de l'énergie, il y a possibilité de court-circuit. Mais vous voulez dire que quand la batterie est faible, quand la batterie est faible, faut pas prendre, il vaut mieux arrêter de communiquer. Parce que là, l'énergie libérée par le téléphone est parfois 30 fois plus élevée que l'énergie qu'il libère en temps. Je crois que ce conseil est très important. Voilà. Donc, pour synthétiser tout ceci, il est préférable d'utiliser des kits oreillettes pour recevoir les appels. Vous voulez dire que c'est bien ceux-là qui ont souvent des oreillettes? Oui. Il faut éloigner. Si le téléphone est à 30 cm de vous, 20 cm de vous, l'exposition à l'énergie dont j'ai parlé est faible. Est-ce que vous voyez? Et donc, il vaut mieux qu'on en tienne vraiment compte. Et que les temps de communication, nous puissions aussi les réglementer. Est-ce qu'il y a un temps? Il est dit que... C'est 2 minutes, 3 minutes, combien? Non. Il est dit que si vous recevez plus de 25 minutes d'appels par jour, si vous recevez plus de 25 minutes d'appels par jour, là, il y a possibilité que la concentration des ondes et de l'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure soit fortement élevée. Il y en a qui ont tout le temps leur téléphone à l'oreille. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il faut l'éloigner. Si on doit communiquer pendant plusieurs minutes, il faut mettre ça sur main libre. Ça, c'est une première précaution. Ou bien utiliser des oreillettes ou des écouteurs. Si on ne peut pas acheter les trucs Bluetooth, il faut acheter des écouteurs. Et là, ça protège. Vous branchez, ça vous éloigne de l'appareil. Et puis, c'est l'appareil qui reçoit les ondes électromagnétiques et qui émet maintenant son énergie. Mais de tout ce qui précède, on peut quand même dire que la loi cadre est restée plus ou moins muette. Oui, la loi cadre, comme je l'ai dit, est née avant. Donc, elle ne peut pas disposer par rapport à quelque chose qui vient après. Mais les décrets, on peut rattraper ça à travers les décrets présidentiels pour réglementer les choses. Et je crois que la CEP a tout l'honneur de travailler à la sortie
Et surtout, si les décrets sont déjà pris, à la popularisation de ces décrets. À la vulgarisation. Si les décrets sont connus par la population, comme le directeur Cotan l'a dit tout à l'heure, ça permettra à la population de savoir comment revendiquer ses droits. Merci beaucoup, M. Edmond Soussoupé. Je rappelle que vous êtes biologiste, vous êtes aussi aménagiste de l'environnement. Avec vous, on a parlé des pylônes, on a parlé bien sûr de beaucoup de choses et surtout vos conseils pour boucler cette émission. C'est très important pour la population. Mieux comprendre quand même, il vaut mieux prendre certaines précautions pour éviter de tomber malade. Voilà. Merci pour votre participation à cette émission. Ce sera tout pour l'émission Le Portail de l'environnement. Bonsoir sur vous.